Bonjour à tous, on se retrouve avec Léo de Mythic Game. C'est Martin. Et Jérôme la monde de jeu. Ouais, c'est Jérôme. Pour une vidéo qui est un petit peu impromptue, on n'avait pas prévu celle-ci. Oui. On a la chance de pouvoir voir un futur jeu de Mythic Game qui va arriver, qui va se lancer en Kickstarter tout prochainement. Tout prochainement, le 3 mars. Et dont j'ai entendu un petit peu parler, qui me fait très très envie. Il s'agit de Sting Watchers. Exactement, c'est ça. C'est vrai que c'est un autre type de jeu par rapport à ce qu'on a proposé jusqu'à présent, mais on essaie d'explorer différents genres. Et là, on est dans le 3X ou 4X. Alors, je ne connais jamais vraiment trop la différence. C'est pas le type de jeu vers lequel je vais d'habitude, mais vraiment celui-là m'a beaucoup plu. Alors que moi, c'est le type de jeu vers lequel je vais d'habitude. Et moi, je te disais tout à l'heure que je suis pas très jeu de figurines à la base. Et en fait, vous cumulez des projets qui s'éloignent un petit peu du jeu de figurines pur, dont Jérôme est très friand, hein, comme Joan of Arc, que moi je n'ai pas fait, mais que toi tu as fait. Oui, mais il y a un savoir-faire chez Mythic au niveau des figurines, autant que tout le monde puisse en profiter, même les joueurs de plateau qui aiment les 3 ou 4X. Et là, ça mélange plein de choses, tu vas nous en parler, mais donc ça mélange du narratif un petit peu, ça mélange du 4X, donc des mécaniques de jeu qui vont me parler un petit peu plus particulièrement. Complètement. Et ça fait rêver. Ah bah écoute, c'est très gentil. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'amener justement des choses qu'on aime dans nos jeux, c'est-à-dire, je suis pas sûr que tous les jeux de ce type aient un univers aussi fouillé que celui qu'on a. C'est-à-dire qu'on a abordé ce jeu et cet univers presque comme si c'était un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a des mystères, il y a des secrets. Chaque faction est très détaillée. Il y a beaucoup d'illustrations aussi. Pareil, est-ce que dans ces jeux-là, il y a autant d'illustrations? Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Pour chacune des cartes d'événements, il y a une illustration différente à chaque fois. Donc c'est pas quelque chose de courant, je pense, pour ce type de jeu. Souvent, les cartes d'événements, il y a juste du texte. Donc c'est des petits détails, mais ça se ressent, je pense, dans l'immersion et dans le plaisir de jeu. Il y a des belles figurines. Alors ça, c'est vrai qu'on aime bien faire. C'est une échelle 15 mm. Voilà, qu'on sait faire. On a déjà fait ça sur Jeanne d'Arc. Voilà, il y a des mystères qui seront dévoilés quand on joue. Il y a une rejouabilité. Et puis peut-être d'autres qu'on va pas forcément dévoiler tout de suite, mais si on est amené à explorer l'univers à nouveau, on le fera. Voilà. Alors on est où là? C'est quel univers? Alors, l'univers, c'est simple. Alors on parle beaucoup de réchauffement climatique. Oui. Et effectivement, il y a eu un réchauffement climatique dans notre Terre, puisque ça pourrait être notre Terre dans le futur. Ce réchauffement climatique a eu comme conséquence une montée des eaux, puisque la fonte des glaciers des pôles, une grande montée des eaux, donc première grosse catastrophe. Et ensuite, alors certains climatologues le disent, alors je ne dis pas qu'on est dans du réaliste, mais à un réchauffement climatique a succédé une ère glaciaire. Et donc, on est 500 ans dans le futur avec une terrible ère glaciaire. Donc, les eaux ont monté, tout a été gelé, la Terre est recouverte de plusieurs mètres de glace, toutes les mers sont gelées, la vie a été devenue pratiquement impossible. Comme on est dans le futur, il y a quand même une technologie avancée, et puis certains ont réussi à survivre, notamment dans des villes. Alors, on en voit quelques-unes. Voilà, la survie a été possible uniquement dans certaines villes au départ, dont ce qu'on appelle les havres, qui sont les ports qui donnent accès aux mers de glace. Et donc, c'est intéressant de savoir, c'est qu'il y a une caste qu'on appelle les caréneurs, qui ont le contrôle des mers sur le continent qu'on appelle désormais Europa. Qui n'a pas tout à fait les mêmes frontières. Oui, il ne reconnaît pas du tout. Non, voilà. Mais on reconnaîtra un peu, mais on verra que l'Angleterre a disparu. Bon, on voit que les eaux ont monté. De toute façon, ils avaient déjà disparu d'Europe. Exactement, donc ils n'y sont pas. Bon, ils ont retrouvé un truc, ils ont un Commonwealth ici, la Bretagne est restée. Bon, l'Espagne qui est devenue une île. Ah, exactement. Voilà. Et donc, les caréneurs, eux, ont le contrôle de ces mers de glace qui leur permettent de beaucoup. Vous verrez pourquoi dans le background, je vais y revenir. 99% de la population a disparu parce que les conditions sont juste impossibles. Il faut rechercher de la chaleur, il faut réussir à cultiver quelque chose. Et la vie est redevenue possible il y a à peu près 50 ans seulement. Parce qu'il y a eu un mystérieux événement qui s'est produit sur toute la planète, c'est que dans certains endroits, il y a eu un réchauffement souterrain localisé, intense, qui s'est produit, on ne sait pas pourquoi, dans différents endroits, et qui provoque des colonnes de vapeur, enfin
le réchauffement fait fondre la glace, et donc on voit des colonnes de vapeur. D'où le mot Steam Voilà, Watcher. d'où le mot Steam Watchers. Et donc, il y a des clans nomades qui ont réussi à survivre à l'intérieur, à l'extérieur des villes, et c'est ce qu'on joue dans le jeu. On joue des clans de Steam Watchers. Alors, il y en a 6 qui sont proposés dans le Kickstarter, dans la version boutique. Si un jour on y va, il y en aura moins. Il y en aura un de moins. Tu en as mis 4 sur le plateau. J'en ai mis 4 sur le plateau, mais il y en a 6, hein, on les voit là. Il y en a 6. Et en fait, on joue un chef de clan qui va donc devoir amener ces hommes vers ces endroits où la vie est possible, où on peut cultiver, où on peut créer ce qu'on appelle des fermes géothermiques, avant les autres, parce que c'est une vraie lutte pour la survie, et qui va devoir gérer tout ça, et le faire avant les autres. Mais le problème, c'est que ces oasis de chaleur qui sont finalement ce qu'on recherche, c'est également ce qui crée ce qui va vous tuer en même temps, parce qu'il y a une mystérieuse maladie qui semble liée à ces endroits-là, et ce qu'on appelle le fléau, qui va vous rendre fou ou vous tuer. Donc, on peut pas rester trop longtemps, il faut essayer. On est tout le temps en train d'y aller, quand on reste trop longtemps à cet endroit, on peut être contaminé, et donc il faut aller ailleurs. Et c'est toute la particularité, l'originalité du jeu. C'est que c'est pas simplement un jeu, il faut aller vers les ressources, il faut bouger et il faut se déplacer. Et là, on comprend tout de suite ce qui, moi, me plaît, c'est qu'il y a évidemment un aspect narratif qui est très fort. Tout est orienté, mais pour justifier des mécaniques où on comprend qu'il va falloir se déplacer, qu'il va falloir prendre le contrôle de zone, se bagarrer avec les adversaires. C'est l'aspect un peu 4X. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Et cet aspect-là, justement, de la contamination, c'est pas quelque chose d'habituel. C'est pas juste. Il faut pas juste essayer de se développer, de se protéger. Il faut anticiper finalement la contamination selon des mécaniques qui sont bien détaillées dans le jeu. Donc c'est un 4X. 4X, tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est ? Alors justement, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y a exploration. Exploration, on va donc se déplacer sur c'est découvrir des nouveaux territoires. Exactement. Il y a expansion peut-être, c'est ça, oui, non ? Il y a expansion. Donc on essaye aussi. On va essayer de t'aider, mais on alors, oublie toujours les 4X. Oui, alors il y a extermination. Extermination. Donc il y a en effet côté combat. Dessus, Et quel va être le 4e ? Eh ben, exploit. Ah, et voilà, exploitation. Exactement. Et en effet, on crée des fermes géothermiques. Donc oui, on est bien dans soit du 3X, soit du 4X, mais ces 4 aspects-là sont bien présents dans le jeu. Pour quelle durée de partie ? Parce que les 4X, souvent, sont des jeux très longs, puisqu'il faut avoir le temps de s'installer, de prospérer, puis d'attaquer, voire de revenir des attaques qu'on a subies et qui nous sont détruites. C'est ça. Le plus connu étant Twilight Imperium, qui présente des parties de plusieurs heures, 5 heures pour la dernière version. 4-5 heures, ouais. Qui était raccourci par rapport à... La dernière version raccourcie. Voilà. Parce qu'avant, c'était encore plus. C'est ça. Alors, c'est vrai que beaucoup de ces jeux durent longtemps, et celui-ci est plus rapide, mais c'est pas un jeu qui se joue en 5 minutes, mais 5 heureusement, sinon Voilà. on perd le Non. côté épique. Voilà. Alors, pour moi, la vraie durée, honnête et sincère, c'est 30 minutes par joueur. Quand on sait jouer, pas la première partie. Oui. La première partie, on va lire les règles, on va faire des erreurs. C'est pas un jeu qui va être, c'est pas un jeu familial comme Super Fantasy Brawl. C'est un jeu qui s'adresse à des gens qui ont l'habitude de ce genre de jeu ou qui sont prêts à faire un effort lors de la première partie pour assimiler les concepts. Mais je dois dire qu'après 1 voire 2 parties, on maîtrise et on profite beaucoup plus du jeu parce que on connaît ce que peuvent faire les adversaires, on connaît ses propres capacités, on a assimilé les mécaniques qui sont un petit peu différentes de ceux dont on peut avoir l'habitude, et là le jeu est beaucoup plus rapide. Donc quand je dis 30 minutes par joueur, c'est 30 minutes avec des joueurs qui connaissent le jeu, qui ont l'habitude, voilà, et on peut jouer de 2 à 5. Le jeu est prévu pour 2 à 5. Au départ, on avait fait de 2 à 6, parce qu'il y a 6 factions, mais 6, on s'est rendu compte après, avec nos tests, que c'était pas vraiment intéressant, c'est trop long, c'est trop encombré, ça ne s'y prête pas. À 5, ça reste très bien. À 2, c'est très intéressant, c'est beaucoup plus rapide, c'est vraiment 1 heure la partie. Donc quand je dis 30 minutes, c'est vraiment ça, quoi. Voilà, 30 minutes par joueur. Oui, et ce qui compte surtout, c'est la durée ressentie. Alors on voit pas le temps passer. On voit pas le temps passer parce que
Il y a beaucoup de rejouabilité, d'aspects qui permettent de la rejouabilité. Au début du jeu, au début du tour, on va choisir déjà un rôle. Donc il y a 5 positions qu'on va devoir se placer. Donc si on se place sur le 1 ou sur le 4, imaginons que je sois le premier joueur, le premier tour il est tiré au hasard. Si je suis en 1 ou en 4, je serai dans le rôle, je vais faire appel à mes Steam Watchers, à mes guetteurs. Et donc là, on va pouvoir prendre des cartes d'apparition, on va en prendre 3. Voilà, tu vas en prendre 3, tu vas en remettre une sous la pioche et en garder 2 en main. Et ces cartes-là, tu les gardes même les tours suivants, ce qui fait que plus tu en pioches, plus tu as de choix, et c'est toi qui choisiras à quel endroit elle va apparaître. Si tu es en position 4, c'est pareil. Tu pourras faire exactement la même chose, sauf que tu joueras qu'en 4e. Oui. Donc ça, c'est l'un des rôles que tu choisis. Ensuite, supposons si c'était moi qui jouais en 2e, si tu t'es positionné là, par exemple, donc avec ton jeton de chef de clan, que je n'ai pas sorti là, mais tu as un jeton de chef de clan, ben je pourrais me positionner sur ceux que tu n'as pas pris. Si tu n'avais pas pris celui-là, je pourrais me mettre là. La deuxième position, c'est la position de l'archonte. Alors, c'est un jeu avec ça se passe dans le futur, donc il y a quand même une technologie avancée, même si certaines choses ont été oubliées, mais ils utilisent quand même de la technologie, mais il y a quand même aussi un côté mystique dans ce jeu-là, et l'archonte, c'est quelqu'un qui arrive à sentir des événements qui vont se produire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait appel à son archonte, donc de son clan? On pioche 2 cartes événements, on en regarde une des 2, enfin, on en garde une, l'autre on la met sous le paquet et on va appliquer cette carte-là. Et c'est un événement qui va affecter tout le tour et l'archonte aura un avantage parce qu'il ne sera pas affecté par les effets négatifs de cet événement. Donc c'est un choix aussi qu'on peut faire. Le 3e emplacement, c'est l'emplacement, ce qu'on appelle les caréneurs. Alors je vous ai expliqué que pour avoir accès à la mer, il faut passer un contrat avec les caréneurs. Et bien quand on fait ça, on va pouvoir placer des jetons sur les cases de mer et donc pouvoir aller dans les mers. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas le faire. Alors ça, c'est une occasion de l'avoir facilement. Il y a d'autres occasions de passer des contrats avec des actions spéciales de ces propres unités. Et le dernier emplacement, qui est l'emplacement 5, c'est l'emplacement Primus. Quand je me mets là, au prochain tour, je suis assuré d'avoir le choix que je veux. Oui, okay, c'est le premier joueur. Voilà. Alors, c'est un jeu où on gagne par rapport au nombre de ressources géothermiques qu'on possède. Les ressources géothermiques, alors j'ai pas sorti les petits jetons de colonnes de vapeur, oui. Mais il y a des colonnes de vapeur qui vont de 1 à 3. À chaque tour, elles descendent d'un niveau. Voilà. Et elles vont disparaître. Et elles vont disparaître, et quand elles disparaissent, qu'il en reste une, on peut construire une ferme géothermique qui fait que on garde sa ressource. Donc, on accumule les points à la fin d'un tour en comptant le nombre de zones contenant des colonnes. Donc, si j'ai une colonne, si je contrôle une zone avec 3 colonnes, ben, j'ai 3 points. Si je contrôle une zone avec 2 colonnes, j'ai 2 points, etc. Plus le nombre de fermes. Et à chaque tour, ça donne un numéro, enfin un score de géothermique qui est représenté ici, qu'on voit, que tout le monde peut voir. Si un joueur atteint 10 avant la fin de la partie, il a gagné instantanément. Si on arrive jusqu'à la fin du nombre de tours qui est déterminé par le scénario qu'on a choisi au départ, donc là ce sont 2 scénarios à 4 tours, c'est celui qui en aura le plus qui gagne. On joue des ordres à son tour, des ordres face cachée, et on les révèle simultanément. Donc il y a 2 types d'ordres, enfin il y a 3 types d'ordres. Il y a mouvement, il y a défense, oui. Et il y a l'heure. Donc on en a 3 de chaque, donc on a 9 ordres. Si on a plus que 9, alors les ordres on les met dans les zones où on a des unités. Si il y a plus de 9 zones, eh ben on peut pas mettre d'ordre. Et et si on en a 9, eh ben on sera obligé de mettre 3 leurres qui ne feront rien. Quand je fais un ordre de mouvement, j'ai le droit de me déplacer d'une zone vers une zone adjacente. Je peux regrouper mes unités ou les séparer. Donc je peux très bien dire, bah, ces 2-là vont là, celui-là va attaquer ici, ou ces 3-là vont attaquer dans cette zone, ou alors je bouge pas celui-là, je bouge ces 2-là. Donc voilà, ça c'est l'ordre de base. Donc c'est très simple. Hein. Mais quand on fait un ordre de mouvement, on peut aussi choisir une action spéciale qu'on va poser sur son tableau de bord. On en a un certain nombre. Tout le monde n'a pas les mêmes. On voit que les Catabassians n'en ont que 2, par exemple. Pareil pour les Menrao.
si je fais une marche forcée, je dépense une ressource d'algofuel et je peux me déplacer de 2 zones. Mais pas dans les montagnes. Vous voyez qu'il y a trois types de zones. Il y a les montagnes, il y a les plaines et il y a les mers gelées. Voilà. Donc ça, c'est pour le mouvement. Il y a la défense, par exemple, ça. Quand on révèle, parce qu'on révèle tous les jetons, quand tout le monde a misé à placer ses ordres, on les révèle tous simultanément. Quand je révèle un jeton défense, tant que il est posé sur la table, j'ai plus 1 de défense. Donc, c'est-à-dire, alors c'est très simple, hein, la valeur, comment on la calcule? Vous voyez qu'il y a 2 types de personnages, il y a les soldats et il y a les soldats d'élite, qui sont pas forcément des soldats d'ailleurs, qui peuvent être des machines. Et qui sont différents selon les factions. Et qui sont différents selon les factions et qui ont des pouvoirs différents. Ah oui. Eh oui. Alors, il y a des scénarios d'initiation où, par exemple, on n'utilise pas, par exemple, celui-là, on n'utilise pas les capacités spéciales des unités d'élite, mais elles sont pas très compliquées et elles en ont. Mais de toute façon, une chose est sûre, ils valent tous 2 points, alors que les soldats normaux valent 1 point. C'est-à-dire que c'est pas du combat avec lancer de dés. Non, il n'y a pas du tout de dés. Il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de dés. Ça me fait plaisir, là. J'aime bien les dés, mais pas dans tous les jeux. Il n'y a pas de dés, mais par contre, il y a un aspect bluff, parce que quand on va jouer, on a une roue, où on va pouvoir miser secrètement... Un deuxième aspect bluff, donc, puisque tu es déjà un aspect bluff dans le positionnement des actions. Tout à fait. Exactement. J'aime beaucoup, ça me fait un peu penser à Game of Thrones. Il y a un côté, c'est tout à fait, oui, bien sûr. Il y a des choses c'est assez moderne comme système. Alors, j'en parle, puisque je n'y suis pour rien, hein. Je ne suis pas intervenu, j'ai pas donné des idées, etc. J'ai testé le jeu, il y a 2 ans, qui nous a été présenté à Cannes. Ouais, c'est ça. Il nous a été présenté à Cannes par un auteur qui s'appelle Marc Lagroix. On a trouvé le concept bien, l'univers déjà fouillé, on a essayé, on a aimé le jeu, et puis ensuite il y a toute une équipe qui s'est mise dessus et qui a retravaillé. Et moi, je l'ai redécouvert là, dans sa version finale, donc j'en parle vraiment presque comme quelqu'un qui le découvrirait. Donc c'est pour ça que je peux dire que ce que j'aime bien du système. On mise un certain nombre, donc là par exemple, si je suis attaqué ici, ma force c'est 1, 2, 3, 4, 5, et 6 parce que j'ai celui-là. Oui. Donc si je suis attaqué, j'ai 6 de défense. L'attaquant qui m'attaque fait son décompte. Hein. S'il attaque avec ça, par exemple, il a 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Voilà. Et ensuite, j'ai le droit de miser mes barils d'algofuel. Mais tout ce que je mise, je les perds. Et ça s'ajoute à ton attaque. Et donc ça se joue sur un petit disque, face cachée, sans que les autres le voient. C'est un deuxième aspect de bluff, comme tu le disais. On peut miser de 0 à 6. On révèle, on additionne, le meilleur l'emporte. En cas d'égalité, c'est l'attaquant qui gagne. Voilà. Alors quand on gagne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une unité qui disparaît et les autres qui doivent fuir. Et elles peuvent fuir que ce soit l'attaquant ou le défenseur. Et elles peuvent fuir uniquement dans une zone adjacente qu'ils contrôlent. D'accord. Okay. Sinon, ça peut poser problème. Voilà. Là, par exemple, ce serait une très mauvaise attaque. Il y a une phase de dégel, donc où on va voir les colonnes qui vont diminuer de 1. On va calculer la contamination également parce que la contamination, elle arrive quand on crée une ferme, donc quand on est au niveau 1 ça veut dire qu'on est resté longtemps déjà dans la zone, on crée une ferme, on prend 1 de contamination. La contamination, elle se gère ici. Donc chaque fois et elle revient à 0 au début d'un tour, mais pendant un tour, tout ce qu'on a fait en contamination, donc tous les endroits où la colonne diminue ou tous les endroits où on crée une ferme, on se prend 1. Les 2 premiers ne font rien. Quand on arrive dans les zones de quarantaine, on est obligé de poser des jetons quarantaine sur son plateau de joueurs et donc de condamner certaines valeurs. Il y a plein de subtilités comme ça. Et on peut aussi être contaminé avec les barils d'algofuel non traités, en fait, un peu toxiques. Quand on les prend, quand on les utilise, on augmente de 1 son niveau. Donc, si pendant un tour, je passe à 2, 3, je dois mettre une contamination, 4, une contamination. Si j'arrive à 6, ou même au-delà, je retire une unité et elle n'est même pas dans la réserve de ceux qu'on peut recruter, parce qu'on peut recruter aussi des unités. Elle est complètement éliminée du jeu et elle disparaît et on ne l'a plus. Et si j'étais à 7 de contamination, il y en a donc 2 qui subissent ce sort.
Voilà. Et voilà, donc ce sont des aspects dont il faut tenir compte dans le jeu. Alors, tu nous as parlé on a un univers très profond, très riche, là, un système qui a l'air d'être bien réglé. Et tu parlais de scénario. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension campagne ou jeu où il y a une histoire qui va avancer? Je pose la question. Non. C'est pas ce type de jeu, mais chaque scénario va raconter une histoire. En fait, au début du jeu, on choisit un scénario. Le scénario va vous indiquer le nombre de tours de la partie. Il va vous donner des règles spéciales pour cette partie. Donc, il y a des scénarios d'initiation, des scénarios tutoriaux, des scénarios qui vont jouer plus sur la contamination, d'autres qui vont jouer plus sur l'algo-fuel qu'on peut récupérer, sur les ressources géothermiques. Il va y avoir des scénarios qui vont un peu bouleverser tout ça, qui vont vous donner la durée. Donc ça c'est un premier aspect. Et ensuite, il y a les cartes événements qui vont aussi rajouter une histoire. Donc, entre le scénario et la combinaison des cartes événements que vous avez, ça va vous raconter une histoire différente. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas un jeu pas un qui jeu se joue en Legacy campagne. Non, ou comme- pas du tout. C'est vraiment. une vraie nouveauté pour Mythic Games. Oui, Ça ressemble complètement. pas tellement à ce que C'est vous avez vrai, fait. c'est vrai. Ça ressemble très fort à ce que j'aime beaucoup. Ça ressemble moins à ce que vous avez fait jusqu'à C'est vrai, je reconnais, c'est très différent. C'est vraiment un jeu d'un style totalement différent. Voilà. Donc, ouais. Et j'avais juste une petite question, comme on est à Cannes, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent présenter des prototypes aux éditeurs. Ça se passe comment quand quelqu'un vous présente ce jeu-là? Son univers, c'est vous qui l'avez développé? Oui, alors, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on essaie de voir... on reçoit beaucoup de prototypes, on est très souvent sollicité. On essaie de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui nous accroche, quelque chose d'original, quelque chose qui nous plaît. Si c'est le cas, on redonne rendez-vous à la personne, il revient nous faire une démo dans nos bureaux avec différentes personnes pour qu'on confirme notre impression. Et une fois que c'est fait, on se met d'accord, on signe un contrat et on travaille avec l'auteur en essayant d'amener des idées nouvelles. Et ça s'est très très bien passé avec Marc Lagroix, qui a été très ouvert aux idées qui ont été amenées par l'équipe. Donc l'univers a évolué, il était plus simple son univers, il n'était pas forcément dans un monde futuriste, c'était un peu plus un retour presque au médiéval. Et, il a aimé, donc on a gardé ses concepts, mais on a enrichi, on a amené des choses. Et au niveau du gameplay également, sa première version était moins asymétrique, c'était des factions qui se jouaient toutes un petit peu de la même façon. Le jeu était très bien, mais je pense que avec ces développements supplémentaires auxquels il a participé, on aboutit à un jeu plus riche et avec une plus grande rejouabilité. Est-ce qu'on peut parler un peu du Kickstarter? Il se lance quand? Alors, le Kickstarter se lance le 3 mars. Donc, c'est très, très bientôt. Oui. Ça va venir il très, va falloir très que je me dépêche de monter cette vidéo. Ah oui, c'est vrai. On improvise. On espère qu'on sera à temps pour le Kickstarter. J'espère aussi. Ça sera le 3 mars. Ça va durer 10 jours. Oui. Alors, ça va être une campagne contenu, il va pas y avoir 50 000 stretch goals, mais il va y avoir des surprises. Ça sera pas forcément d'ailleurs des stretch goals, ce seront peut-être ce qu'on va appeler des unlocks en anglais, c'est-à-dire des sortes de cadeaux qu'on va débloquer tous les jours ou tous les 2 jours. On va voir, on va essayer de raconter une histoire pendant la campagne, on va vraiment essayer de plonger les gens dans l'univers, de leur faire des petites révélations, qu'ils découvrent des choses. On va offrir des choses, donc je vous dis déjà, il y a une faction qui est les Menrao, je crois, qui va être offerte et spécialement offerte pour les gens qui participent à la campagne. Si le jeu un jour va en boutique, ce qui n'est pas encore certain, mais ça dépendra, il n'y aura pas cette faction-là déjà. Et puis il y aura d'autres surprises, il va peut-être y avoir, on aime bien nous pimper un peu le jeu, donc pour l'instant on voit que les tourelles et les fermes, ce sont des jetons, mais bon... Ça risque de changer, ok. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça, et puis ne soyez pas trop, tu sais qu'on aime beaucoup, on a parmi les membres de l'équipe certains membres qui apprécient énormément l'événementiel qui se passe autour des campagnes Mythic Games. C'est toujours un spectacle. Déjà, on va avoir aussi un beau trailer, je peux vous le dire. Et il y aura des lives tous les soirs? Oui, il y aura des lives pour justement échanger avec les gens, on aime beaucoup. Et ce qui est important, c'est que on tient compte vraiment, c'est pas juste pour dire on fait un live. Quand il y a une bonne idée qui arrive, et une bonne suggestion, si on peut le faire, on le fait. Et c'est arrivé dans toutes nos campagnes. Il y a eu des bonnes idées, des bonnes choses qui ont été faites, et comme le jeu est pas encore finalisé, on a la possibilité. C'est ça aussi l'avantage d'un Kickstarter, c'est que c'est pas un projet qui est fini, on n'y touche pas et tout ça. C'est quelque chose qui peut évoluer et qui peut bénéficier du retour des joueurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos campagnes. Merci beaucoup Léo de nous avoir fait découvrir. Merci à vous.
Merci pour m'avoir reçu alors que c'était pas forcément prévu, mais ça me fait vraiment plaisir parce que j'apprécie beaucoup votre chaîne. Écoute, et nous, on apprécie tes jeux. continue à faire des jeux Ouais. que je ne pense pas faire et qu'au final je pledge. Parce que j'ai pledgé Rage Hoster aussi. Mais il arrive, là. Ben oui, il j'ai arrive. vu, j'ai rempli le Pledge Manager. Il arrive. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux et à celui qui est derrière la caméra. Ah, Sylvain qui est derrière la caméra. Et à Merci, Jules Sylvain. qui nous Et a à Jules. ordonné d'aller te voir. Voilà, pour, merci, Jules. soutenir toutes tes informations.